Bonsoir à toutes et à tous. Ben oui, mais vous commencez toujours avec tellement d'énergie. Bonsoir. Tellement d'énergie à toutes et à tous. Commencez-vous pour une fois. J'aimerais que cette soirée soit présentée par Christophe Ajus. Alors attention. Attention. Silence sur le plateau. Oui, bah ça va, je demande s'il vous plaît. Non, parce qu'on m'engueule. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans une nouvelle édition de Simplement Deux. Il raconte. Les meilleurs documentaires de la WWE, des grandes rivalités, des superstars mises en avant, avec les deux plus grands commentateurs de l'histoire de la télévision francophone mondiale, le PAFM, le paysage audiovisuel francophone mondial. Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Et nous sommes ça a quand même beaucoup plus de style. Non, mais c'est pas mal. Moi, j'agresse pas les gens. Mais parce que j'agresse les gens. Mais vous leur criez dessus, vous postillonnez à tout va. Ce ring était propre quand on a commencé. Mais vous racontez n'importe quoi, Christophe. Oui. On aurait pu faire un documentaire sur les grandes rivalités des commentateurs français. Bon, il n'y en a pas non plus beaucoup. Mais on aurait pu faire les grandes rivalités Christophe Ajus versus Philippe Chéreau. Tout à fait. Christophe Agis, qui était un autre commentateur, beaucoup plus talentueux d'ailleurs que vous. Ça commence bien. Vous le savez, nous sommes très heureux de vous accueillir encore une fois pour cette soirée sur AB1 et ABX. Des chaînes du groupe Media One. Alors nous allons parler d'un homme qui a révolutionné son époque. Je dois dire que j'ai beaucoup d'affection pour le papa d'un de mes amis. Le papa de Cody Rhodes, mon ami. Vous avez vu, beaucoup dans la retenue. C'est maîtrisé. C'est parce qu'on a quelqu'un au bout du micro qui a un casque. Donc si je crie balance, je lui éclate les tympans. En effet, on va parler de Dusty Rhodes, qui a longtemps été surnommé de Common Man. Autrement dit, l'homme commun. Oui, l'homme commun. Enfin, l'homme... It's just a common man. Voilà. On va un peu chanter aussi, non? Bah, malheureusement, je tiens pas trop les paroles. Mais après, ça fait American Dream. Voilà, The American Dream, évidemment en référence à de Nightmare. De votre ami Cody Rhodes, son fils, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Son vrai nom, Virgil Riley Reynolds Jr. Eh oui, et première anecdote, monsieur Chéreau. Ah, intéressant. Le laquais de Ted DiBiase s'appelait Virgile. Pourquoi? Parce que la WWE envoyait un petit pic à Dusty Rhodes, qui était l'un des dirigeants de la fédération adverse. Donc ils décident de nommer l'un de leurs personnages les plus au bas de l'échelle du vrai prénom de Dusty Rhodes. Mais avant d'en arriver là... Deuxième anecdote. Lorsque Virgile part à la WCW, qu'il devient un laquais de la NWO, que fait la WCW? Elle l'appelle Vincent Kennedy McMahon, pour renvoyer la balle. Oh, c'est drôle, mais on n'y est pas encore. Troisième anecdote. Non, mais Christophe, avant d'arriver là, parce que vous avez fait un bond en avant énormissime, revenons sur le petit Dusty Virgile, qui est né au Texas, à Austin. Et quand il était petit, il faut bien le dire, c'était une famille un petit peu, entre guillemets, pauvre. C'était pas facile pour lui, une famille ouvrière. Et il a souvent décrit son enfance, et c'est lui qui le dit, dure mais pleine d'amour. Et je pense que d'ailleurs, cette marque-là le poursuivra toute sa vie. C'est un peu pour ça aussi qu'il a été surnommé The American Dream. C'est aussi pour ça que dans sa musique d'entrée, le mot Common Man, l'homme commun, oui, c'est la traduction littérale, mais ça peut aussi vouloir dire l'homme du peuple. En tout cas, c'est l'homme qu'on croise dans la rue. C'est pas un ponte, c'est pas un col blanc. Et effectivement, de partir de si bas pour arriver aussi haut, c'était le rêve américain. Alors, on en a souvent beaucoup parlé pour d'autres superstars qui ont eu quasiment le même parcours sportif. Quand on va à l'école aux États-Unis, qu'est-ce qu'on apprend? Le foot américain. Le football américain. Et il était plutôt pas mal. Il faut dire qu'il était assez costaud. C'est-à-dire que quand il rentrait dans l'art, ça rentrait dans l'art. C'était pas pour rigoler. Et alors, il avait un rêve. Il voulait réussir grâce au sport pour sortir de la pauvreté sa famille. C'était noble déjà. Tout à fait. Comme pensée. Alors, il se retrouve très vite attiré par le catch dès 1967. D'accord. Vous avez la date? J'ai la date. Il a commencé avec les Texas Outlaws, ça vous le saviez évidemment, avec Dick Murdoch. Et puis ensuite... Il était d'ailleurs très redouté dans le ring, mais aussi à l'extérieur du ring, parce que c'était encore l'époque où les superstars prenaient la voiture, passaient de territoire en territoire, de ville en ville.
Et ils s'arrêtaient dans des diners américains où, en général, ils arrivaient déjà bien motivés. Et parfois, ça se terminait en grosse bagarre. D'ailleurs, on les appelait les bagarreurs authentiques. Ah, parce vous voyez, j'ai même pas lu vos fiches. Mais non, mais voilà, donc c'est vrai qu'ils mélangeaient, on savait jamais. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on nous dit lorsque des personnes qui veulent en savoir un peu plus sur le catch nous disent, mais on ne sait pas trop, en fait, où est la limite. Parfois même dans notre façon de commenter ensemble ou dans notre façon un petit peu de nous chahuter, les gens ne savent pas, ils disent, mais c'est pour de vrai ou c'est pour de faux? C'est pour de vrai. Alors que pour on eux, se déteste. Ah, pour eux, non, mais on va revenir à ce qui nous intéresse. Ah, pardon. Murdoch et puis Rhodes, c'était des bagarreurs authentiques, des vrais bagarreurs. C'était des Texans, c'était des Américains, c'était des... voilà... Bon, très bien. Ah oui, non, mais parfois je trouve des mots. Parfois, je sais vraiment mettre des mots sur mes pensées. Alors, il était un petit peu comme nous, Dusty, on a peut-être pris de lui. Gros? Non, il improvisait en fait beaucoup ses promos, puisqu'on parle de promos, vous le savez, ça fait partie également du métier. C'est très important d'installer le personnage, d'installer également une rivalité ou une amitié. Et Dusty était reconnu pour cela. Très rapidement, il a été repéré parce que c'était un gars qui improvisait, qui parlait vrai. Oui, alors je le soupçonne quand même de travailler en amont. Parce que, non, mais il y a quand même trop bonnes formules durant toute sa carrière, comme le fameux Hard Time, où il va décrire les moments difficiles que peuvent connaître les Américains, avec notamment un Américain qui se fait virer, on lui donne une montre et on lui dit un ordi a pris ta place. Ça c'est 1985, une promo qu'on a donc appelée du Hard Times, qui évoque un petit peu la dureté de la vie. J'ai du mal à croire qu'il sort ça comme ça de... C'est considéré comme l'une des plus belles promos de l'histoire. C'est ce que vous disiez, elle est vraie, en fait, parce qu'on est vraiment dans un moment en crise aux États-Unis. C'est là aussi la force des plus grandes superstars, c'est de savoir être en parallèle avec ce qui se passe dans le pays, dans le monde, et savoir s'adresser aux gens. Et Dusty Rhodes, il savait faire ça exceptionnellement. N'importe qui d'autre, ça aurait pu paraître ridicule. Il a une fameuse promo où il dit aux gens tendez votre main à l'écran, je suis là, je vous la donne, je suis avec vous. Je me demande d'ailleurs si c'est pas aussi Hard Time, mais il était tellement fort pour ça. Et c'est ce qui a créé l'une des plus grandes rivalités avec Ric Flair, parce que Ric Flair, il était fort, mais dans l'autre sens, pour montrer sa belle montre, ses jets privés, ses limousines, ses hôtels remplis de gens en train de faire la fête dont il paye les notes. Mais ouais. Et son jet privé. Je l'ai dit. Oui, et son... Ascenseur? Non, pas ça. Je sais pas, moi. On fait un jeu. Oui, on fait un jeu de mime. Un jeu de mime. Alors, c'est quoi? Ah, ok. Oui, Space Mountain. Voilà. C'est bien, vous jouez bien, en fait. Oui, mais alors vous, c'est juste ça, quoi. Non, écoutez... Vraiment, à votre âge, je suppose que c'est plutôt comme ça. On ne peut pas trop bouger, parce qu'après, sinon, on sort du cadre et les gens ne vous voient plus, vous voyez, c'est un petit peu... Là, vous n'aviez pas besoin de sortir du cadre pour on revient à décrire l'entrejambe de Ric Flair. Alors, voilà. Monsieur Ajus. On revient sur Hard Times, qui est donc l'une des promos qui a vraiment touché le public. Il savait toucher le public. Et là où vous avez raison, c'est que quand vous dites je ne suis pas sûr qu'il ne notait pas ses promos. Non, il devait les bosser, pas noter. Il avait un carnet. Ah, voilà. La petite anecdote. Il avait un carnet dans lequel il notait des phrases, il notait un petit peu des catchphrases, comme on dit, quand il était dans l'avion, parce qu'à l'époque, on passait beaucoup de temps et dans l'avion et dans la voiture. Et il en profitait, et comme ça, quand il divaguait, lorsqu'il pensait un petit peu à ce qu'il pouvait dire. C'était aussi l'une des particularités de l'époque. Les promos n'étaient pas écrites. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des auteurs, alors elles ne sont pas forcément écrites à 100%, mais les superstars sont beaucoup plus guidées. À cette époque-là, on leur disait, t'as un match contre Ric Flair, le 12 à Charlotte, le 14, t'affrontes les Four Horsemen en équipe, vas-y, maintenant tu nous sors une promo. Et à l'époque, les superstars, comme vous disiez, étaient sur la route, principalement la plus grande partie de leur vie, ils la passaient sur la route, ensemble, à 3, 4 dans une voiture louée, pas volée, louée. Et en fait, il y avait une émulation. Ils partageaient leurs anecdotes, ils disaient « Tiens, ça, tu pourrais le dire ». Et ils vivaient aussi, entre guillemets, une vie normale. Ils n'étaient pas comme des célébrités. Ils arrivaient dans une ville comme des célébrités, mais en même temps, ils étaient dans les diners, ils étaient dans les motels. Ils voyaient les vrais gens. Ils voyaient ce qui marchait à ce moment-là à la télévision, au cinéma, dans la culture populaire. Et ils arrivaient à intégrer ça. Ce qui fait qu'on a connu à cette époque-là certaines des promos les plus légendaires de l'histoire. Oui, en plus, c'est vrai qu'on avait l'habitude de voir des superstars qui étaient, vous l'avez dit avec Ric Flair notamment, mais pas que, dans le style un peu hollywoodien.
Pas lui. Lui, il était dans le style traditionnel. Bon, après, Monsieur Tout le Monde. Il y a un moment, ça a commencé aussi. Il commençait à se saper avec des trucs un petit peu chers. Avec des petits poids, toujours. Non, les petits pois, c'est à la WWE, c'est plus tard. Est-ce qu'on en parle justement si vous voulez, mais là, vous faites un grand bond en avant. Oui, parce qu'il a été champion à la NWA dans un premier temps. Bien sûr. Il a été le visage de la NWA pendant longtemps. Il a aussi été l'un des auteurs, l'un des bookers, comme on dit dans le monde du catch, de la NWA. Il a créé des choses comme les War Games également. Et puis, il avait cette rivalité légendaire avec les Four Horsemen où c'était un peu terrible parce que à chaque fois, il était un peu naïf. Il pensait que ça allait s'arranger, et puis finalement, il se faisait trahir, il se faisait péter les jambes. Il y a un match légendaire en cage où Ric Flair et les Four Horsemen pètent les jambes de Dusty Rhodes dans l'histoire. Sauf que le public, lui, se dit que c'est vrai. Et il y a une émeute qui éclate dans cette salle, et les Horsemen ont beaucoup de mal non seulement à quitter la cage, puis ensuite à quitter la salle, et même à quitter la ville. C'est une autre époque, hein. Ah, c'était la belle époque. Des émeutes. Ça me manque un peu, les émeutes. Alors, est-ce que vous l'avez vécu, cette époque-là, ou un petit peu en retard? Non, lorsque moi, je découvre Dusty Rhodes, c'est le choc culturel. Il arrive à la WWE avec ses poids jaunes. Beaucoup disent d'ailleurs que M. McMahon lui faisait là une petite vengeance. Une petite blague. Ouais, une petite vengeance, parce que c'était c'était Dusty Rhodes qui faisait la guerre à M. McMahon et sa WWE les années avant. Donc, quand il arrive, il dit écoute, toi, tu vas mettre un costume à pois jaunes. On sait que dans notre légendaire groupe, Dorothée avait ses chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Exactement. Dusty Rhodes, c'était des pois jaunes. Et tout le monde pensait qu'il allait se ridiculiser et que ça allait être complètement loupé pour lui. Et en réalité, comme c'est Dusty Rhodes, ça a quand même marché et c'est devenu légendaire. Oui. Donc vous voyez débarquer Dusty Rhodes, le plombier, l'homme un petit peu... Le plombier. L'homme un petit peu... Ses premières promos, en effet, il était filmé chez des gens en train de réparer la canalisation avec la fameuse raie du plombier. Oui, donc c'est vrai. Développé ou pas, non? Je pense que les gens ont compris. Il ne s'agit pas de raie Iota, ni de raie Rougeau, mais bien la raie du plombier. C'était un rayon de soleil pour bon nombre de fans. Si vous voulez, oui. Parce que les gens... Est-ce que vous vous êtes déjà un petit peu comparé à lui? Est-ce que c'était un personnage qui vous faisait rêver? Pas particulièrement, non. Et c'est pour ça aussi que je disais que c'était un petit peu un choc, parce que à la WWE, à cette époque, les superstars avaient des physiques assez similaires. Tout le monde était très musclé, très dessiné. Dusty Rhodes, c'était l'homme du peuple. Il avait un gros ventre, il n'avait pas forcément des muscles très apparents. Mais par contre, ça, tout le monde s'accorde à le dire, que ce soit ses collègues ou les spécialistes, il avait un cardio exceptionnel. On a l'impression que, comme nous, il était en surpoids, mais en réalité, le mec était capable de sortir des matchs de 45 minutes sans être particulièrement essoufflé à la fin. Alors, il ne faut pas se fier aux apparences, parce que... On peut quand même un peu s'asseoir dessus. Dusty Rhodes, The American Dream, c'est vrai que on voit ce gars un petit peu costaud, avec des muscles un peu flasques. Alors, je sais pas, non, mais il n'était pas dessiné. Non, mais je veux dire, c'est une tenue un petit peu clownesque. Oui. On vient de l'expliquer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dusty Rhodes, lorsqu'il va arriver à la WWE, il va un petit peu révolutionner quelques concepts. Il va avoir de très bonnes idées et surtout, il va être pour bon nombre de jeunes pousses un véritable mentor. Ah oui, mais alors là, vous passez... Mais c'est pour justement présenter... Des siècles, littéralement. C'est pour présenter Dusty Rhodes et vous donner envie de regarder cette première partie de ce magnifique documentaire. Un gros bond en avant. Sur Dusty Rhodes, oui, mais tout ça, on va en parler juste après. Ah bon, d'accord. C'est pour ça qu'il faut rester avec nous, pour savoir comment justement Dusty Rhodes va développer toute cette partie où il va devenir un mentor, où il va révolutionner... Oui, bon, fermez-la. Non, mais parce que là, le documentaire est parti. Les gens ont arrêté de filmer, là. Donc on y va? J'espère. Les gens sont plus là. Je vous laisse lancer le documentaire. Eh bien, écoutez, The American Dream, Dusty Rhodes, l'une des plus grandes légendes de l'histoire, sa vie, son œuvre, c'est maintenant. Merci d'être resté avec nous sur AB1 et ABX. Des chaînes du groupe Media One. C'est la deuxième partie de ce documentaire de Dusty Rhodes. Ah oui, vous étiez même plus sûr, quoi. Non, parce que je ne sais pas si je devais le présenter comme The American Dream ou The Common Man, on ne sait pas trop. Oui, The Common Man. Déjà, en plus, vous dites ça. It's just a common man, c'est common. Common. Pas common, common man. Oui, je sais, common Cherokee, oh là 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 là. Bon. Dans quoi nous sommes encore engagés? Nous sommes très heureux d'être avec vous sur AB1 et ABX. Des chaînes du groupe Media One. Arrêtez de dire le nom des chaînes, je suis obligé de dire le groupe. Et alors? Oui, vous n'êtes pas content, monsieur Ajus, d'être dans ce formidable groupe? Ah si, j'aimerais y rester longtemps. C'est à quel moment qu'on dit la vérité ou c'est le jeu de la vérité peut-être, non? Je suis Fantomas.
Oui. Ça, c'est pour vous. Alors, on va revenir donc sur Dusty Rhodes, The American Dream. Oui. On l'a présenté tout à l'heure avant la première partie de ce documentaire. Et rapidement encore, parce qu'on aurait pu faire 2 heures dessus. Comme un homme commun qui a un peu révolutionné. Vous insistez, hein. Oui, mais j'insiste. Et on va parler maintenant d'un homme qui a su également s'imposer dans les coulisses et au niveau du managing, de la gestion, parce qu'il avait plein d'idées. Oui. Quand on dit qu'il ne faut jamais se fier aux apparences, quand on le voit comme ça, on se dit tiens, bon, le gars... Hop, et puis en fait, finalement, le gars est hyper intelligent, hyper impliqué, et surtout, il a un cœur gros comme ça, tellement gros qu'il va vouloir développer plusieurs concepts pour mettre en avant les jeunes superstars. Merci Philippe. Alors oui, le cœur gros comme ça, je pense qu'au début de sa carrière, c'était pas forcément très visible, ou en tout cas très accepté par beaucoup de ses collègues. Parce qu'évidemment, quand on prend des responsabilités au sein d'une entreprise, on n'est pas toujours apprécié, il faut faire des choix, et on ne choisit pas toujours les personnes comment dire... Il faut assumer, monsieur Ajus. Exactement, c'est difficile. Avoir des responsabilités, c'est dur, parce qu'on fait des contents et des mécontents. Moi, j'ai pas de responsabilité, et ça me va très bien. Mais donc, Dusty Rhodes, très vite, va devenir un booker, un organisateur, on l'a évoqué dans la première partie. Puis effectivement, une fois que sa carrière s'arrête, il va être de plus en plus présent dans les vestiaires, jusqu'à arriver à la WWE et prendre en main NXT. Les jeunes pousses. Et ça, effectivement, vous avez raison, Dusty Rhodes, c'était sa volonté. Il voulait construire le futur du catch, comme beaucoup de catcheurs avant lui, et d'autres qui ont fait exactement le contraire, qui ne voulaient surtout pas qu'il y ait des jeunes qui prennent leur place. Dusty Rhodes, comme beaucoup, a voulu justement que des jeunes montent pour que l'avenir du business soit, établi, construit. Il y a peut-être un peu quand même d'égoïsme, hein, parce qu'il y a comme ses 2 fils dedans, donc il voulait certainement que l'avenir soit là pour les 2 gamins. On parlera de Goldust et de mon ami Cody Rhodes dans la 3e et dernière partie de cette soirée. Revenons rapidement sur ce que vous venez de dire, c'est très intéressant parce qu'il voulait que les jeunes montent et tout le monde ne le voulait pas forcément. Shawn Michaels, pour venir juste à lui rapidement, quand il était revenu à la WWE, Vince McMahon voulait qu'il redevienne champion du monde assez rapidement. Il lui dit non, laissez les jeunes talents se mettre en place, moi je suis juste là pour voler le show. Et c'était une autre manière aussi un peu, et ça rejoint ce que voulait faire notamment Dusty Rhodes. Alors, Dusty Rhodes, on l'a croisé une fois, en tout cas moi je me rappelle d'une fois, c'était assez épique, c'était juste avant WrestleMania dans un Fan Access. Exactement, il était en pleine signature d'autographe avec notre ami Sylvester Lefort, Tom de son vrai prénom, et on savait que Tom serait là, et on devait filmer une interview avec lui un petit peu après, et puis tourner des plans. Puis comme il était là en signature d'autographe, on est venu le rejoindre. Et Dusty Rhodes était à côté de lui en tant que patron d'NXT, puis légende vivante, pour attirer les foules. Parce qu'on ne va pas se mentir, hein, notre ami Tom ne faisait pas déplacer les foules à ce moment-là aux États-Unis. Mojo Rawley, qui était là également, non plus. Donc Dusty Rhodes, c'était un petit peu l'attraction principale de cette signature d'autographe. Et il avait été amusé parce que, sans se connaître, on était restés dans nos rôles. Et Mojo Rawley, qui était, vous savez, une superstar très électrique. Oui, pleine d'énergie. Pleine d'énergie, mais il débordait vraiment d'énergie. Et moi, au niveau des commentaires en français, je n'étais pas censé l'apprécier. Et je rentre directement en fait, dans le vif du sujet, ayant la caméra avec nous. Je vois Mojo Rawley, donc je dis bonjour à tout le monde. Et lui, je lui dis, toi, je t'aime pas. Et en fait... ça a créé un petit peu un petit froid parce que Tom dit « Dis donc, comment tu vas ?» J'ai dit « Non, mais c'est... » Donc, je lui fais un clin d'œil, mais c'est vrai que sur le coup, ça a été un petit peu pris avec froideur, puis très rapidement, après, on a rigolé. En tout cas, c'était un moment dont je me rappelle avec beaucoup de nostalgie. C'est le seul moment. C'est la seule fois, et moi, j'ai encore à la maison le petit carton Fan Access avec la signature de Dusty Rhodes dessus. Je n'avais évidemment pas demandé de signature à Tom, parce que, bon, voilà, ça ne sert à rien. Puis Mojo Rawley, franchement, qui veut une signature de lui? Mais Dusty Rhodes, je n'avais pas loupé l'occasion, c'est très rare. C'est l'une des seules signatures de superstar que j'ai durant ces 25 carrières. 25 carrières, j'en ai eu 25, des carrières, une, deux. Oui, vous avez eu 25 carrières différentes. En tout cas, oui, c'était important pour moi parce que Dusty Rhodes, il a marqué un peu moins ma vie de fan, parce qu'à la WWE, quand il est arrivé, ça n'a pas duré si longtemps. Quand je l'ai retrouvé à la WCW, sa carrière était déjà sur la pente descendante, il était déjà un peu plus âgé, mais il a tellement marqué l'histoire du catch que c'est vraiment quelque chose que je garde précieusement.
Et c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie du documentaire. Mon truc dans ma cave? Non, dédié à Dusty Rhodes. Vous avez filmé ma cave? Non, pas du tout. Ah, quoique, ça pourrait être une bonne idée, ça. Bah, si vous pour un reportage animalier. Ah oui. Voilà. Hein, vous qui aimez... Les mulots, les escargots. Oui, toutes les petites bêtes là, qui traînent. Là. Hein, ça peut être intéressant. On va revenir donc sur les débuts grandissants dans les années 80 de Dusty Rhodes à la WWE. Enfin, on dit comme ça maintenant, mais à l'époque, ça se disait avec un F. C'est tout de suite, et puis on se retrouve juste après pour la troisième partie de cette belle soirée sur AB1 et ABX. Des chaînes du groupe... Ah non, c'est pas grave. Des chaînes du groupe Media One. Merci Christophe. De rien. Vous avez un poil dans l'oreille, là. Merci d'être resté avec nous pour cette belle soirée. Naturel. Mais vous m'impressionnez. C'est incroyable. Et alors quand les gens arrivent chez vous, merci d'être resté avec nous, on va passer au dessert. Mais comment vous accueillez les gens qui viennent chez vous? Bon, il n'y a pas de gens qui viennent chez vous, on a compris. Bon, mais en attendant, quand les gens arrivent, on est content de les voir. Moi, je suis content de partager des choses. Ces belles soirées sur AB1 et ABX. Des chaînes du groupe Media One. Pour simplement de... Et il raconte, oh purée. Bon, vous avez l'air content d'être là, hein, ça fait plaisir. Franchement, oui, ça va. Alors, montrez-le, je sais pas. Non, je ne sais pas, moi, je suis quelqu'un qui cache ses émotions. Je vais parler de quelqu'un qui va vous faire plaisir. Mon ami Cody. Menace! Oui, parce qu'on a beaucoup parlé, bien sûr, de Dusty Rhodes, mais comme beaucoup dans la WWE, il y a de grandes familles, et il a créé une grande famille. Alors, ils étaient demi-frères, Dustin Tout à fait. et Cody. Dusty Rhodes et Cody Rhodes. Alors, on a eu la chance, alors comme on l'a expliqué dans la deuxième partie de ce documentaire, on n'a pas beaucoup eu la chance de croiser Dusty, donc le papa, dont il est question ce soir, mais on a quand même quelques anecdotes sur Goldust, alias Dustin Rhodes, et évidemment Cody Rhodes. Alors, parlons d'abord de Goldust. Non, oui, mais parce que moi je le découvre en tant que Dustin, parce qu'au début des années 90, il rejoint son papa à la WWE. Ils ont même une rivalité, c'est ça qui est un peu amusant, avec Ted DiBiase et Virgil, que j'évoquais en tout début d'émission, qui donc porte ce nom parce que Dusty Rhodes existe, parce qu'il s'appelle Virgil. Donc je me demande comment ça s'est passé dans les vestiaires, leur première rencontre. Salut Virgil, bonjour Virgil, moi c'est Broching, toi c'est Broching. Bon, ça c'est pour les anciens qui suivaient Coluche. Mais j'ai connu comme ça Dustin Rhodes, et puis après il disparaît. Il va rejoindre son père à la WCW, il va avoir un bon petit début de carrière, il s'appelait The Natural. D'ailleurs, une superbe musique d'entrée, à mon avis, qui vous plairait bien, inspirée de Son of a Preacher. Vous connaissez cette chanson? Sa musique d'entrée était inspirée de ça. Donc c'est un peu la même intro et vraiment très sympa à écouter. Et puis il va finir par revenir à la WWE, et là, on lui donne un personnage extrêmement bizarre, Goldust. Il est totalement peinturluré en or. Avec un souffle comme ça qu'il a. Oui, parce que nous, on l'a connu vers la fin de sa carrière. Il est encore en activité, mais il était déjà bien avancé dans sa carrière et il était plus dans l'humour. Là, il était plus dans la gênance. Il faisait des plateaux en direct d'Hollywood. Alors, je ne sais pas si c'était sur le trottoir ou s'il y avait un fond vert, mais on entendait limite à peine ce qu'il disait, tellement il parlait bas, et on entendait surtout les voitures qui passaient derrière. Et il avait beaucoup de... Moi, j'adorais ça parce qu'il donnait des citations de films. Et heureusement, les commentateurs de l'époque traduisaient à la fois les citations et puis les titres des films, parce que souvent, c'est pas les mêmes. Bon, l'avenir est passé, il a une grande carrière, et nous, on l'a croisé pas mal dans les vestiaires, et vous n'en gardez pas un bon souvenir. Oui, non, il était très taquin. Une année, pour un WrestleMania, j'étais parti avec un nœud papillon doré, et donc quand il avait vu, il a dit « Ah mais ça, c'est pour moi, tout ça ». Donc on avait échangé quelques photos, c'était drôle, mais c'était surtout une fois où nous interviewons, alors je ne sais plus quel. Je crois que c'était R-Truth. Oui, c'était peut-être... Ou peut-être, alors, si ce n'est pas R-Truth, c'est peut-être notre ami l'aboyeur, Titus O'Neill. C'était Titus O'Neill, oui. Titus O'Neill en interview dans les vestiaires. Donc, tout se passe bien, mais à un moment donné, on a donc Dustin Rhodes, alias Goldust, qui passe derrière une fois, deux fois, et, petite précision qui a son importance, il n'était pas maquillé. Donc il passe, il fait l'imbécile. Moi je trouve ça plutôt drôle, c'est amusant, voilà, les oreilles de lapin, bon. Et on finit l'interview qui se déroule plutôt pas mal. Oui, ça va, oui, voilà, parce que nous sommes des personnes extrêmement talentueuses. Et là, on a donc quelqu'un de la WWE qui débarque, qui dit « Bon les gars, cette interview, on est d'accord, on ne pourra pas la passer. » Je dis pourquoi, elle est très drôle. Non, mais c'est à cause de Dustin. Nous, ça nous va, nous, on trouve ça drôle. Oui, mais il n'était pas maquillé.
Ah. Il n'avait pas sa peinture jaune. Et donc, évidemment, il fallait respecter le personnage. Et donc, il nous a un peu pourri notre interview. Oui, vous l'avez pris avec beaucoup moins de sourire ce jour-là. Je me souviens, des mots d'oiseaux ont volé. Il y a eu la sécurité qui est intervenue. Il était très sympathique. Quand même 24 heures de garde à vue. Il était vraiment très, 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 très sympathique. Et l'avantage avec Dustin, c'est que chaque fois qu'on le croisait, il avait toujours un petit mot. Il s'arrêtait, il discutait. Oui, c'est vrai qu'il est super gentil. Et à interviewer... Ça allait bien avec nous. C'était déstabilisant pour beaucoup, mais pas pour nous. Oui, et il arrive à être encore pire que nous. Donc c'était très amusant à faire. On l'a pas eu souvent en interview, lui. Par contre, effectivement, quelques fois, il est passé par-ci, par-là, et c'était quand même très marrant. Et on espère que Dusty appréciera que l'on parle de ses fistons, parce qu'en effet, on a eu quand même plus d'interactions avec eux qu'avec lui. Ah oui. Et on finira avec, évidemment... Cody Rhodes, qu'on a quand même croisé plusieurs fois. La première fois, c'est quand vous étiez parti, où il y avait une petite série, ça s'appelait À la recherche de Christophe Ajus, du nouvel Ajus. Et en effet, Cody était là et il avait participé au casting. Malheureusement, il n'avait pas fait l'affaire. Et puis, vous l'aviez croisé sans moi une fois aussi, où il avait eu la gentillesse de vous mettre un sac sur la tête. Eh oui, et c'était son époque... Dashing Cody Rhodes, où effectivement il trouvait les gens du public moches, et pas que, puisque moi-même je suis moche, et effectivement il m'a mis un sac en papier sur la tête, sac en papier que je lui ai fait dédicacer, que j'ai gardé pendant des années, et que je n'ai plus. Bon, j'espère que chez vous, personne ne touche à ce sac et va mettre des... Mais je l'ai plus, il est parti, je ne sais pas où il est. C'est ça, ils ont mis des légumes dedans. Oui, certainement, lors d'un déménagement, quelqu'un s'est dit qu'est-ce que c'est que ce sac pourri, en plus avec 2 trous pour les yeux, on va le jeter. Et puis, la WWE... Bret Hart et Shawn Michaels ont eu leur Montréal Screwjob. Nous avons eu notre Lyon Screwjob lorsque mon ami Cody est venu me faire une bise alors que Christophe n'était pas là. Tout le monde peut-être s'en rappelle. Pas là. Vous n'étiez pas là. Il y a eu le bisou. En entendant Cody, son... Quand je m'en vas. Oui. Mais non, parce qu'il faut la rime, alors ça marche pas. Oui, ça marche pas. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais Cody, au-delà de ça, c'est quelqu'un c'est un saligo. Très classieux. Certes, il est venu me faire une bise, il est venu me remercier, mais nous remercier en fait, parce qu'à ce moment-là, vous étiez en train de travailler, mais il a eu comme l'élégance de vous envoyer un petit mot en privé pour vous dire... Oui, c'est glissé dans mes DM, Cody Rhodes. Non, mais effectivement, il m'a écrit gentiment quelques semaines plus tard pour me dire « Tu n'étais pas là au moment du bisou avec Philippe Chéreau, mais j'aurais aimé te remercier aussi pour tout le travail que tu as fait. On se suit depuis de nombreuses années, bravo, merci ». J'ai fait encadrer ce message évidemment dans mon salon, ma salle de bain, ma chambre. Il est un petit peu partout chez moi. Moi aussi, je pourrais vous menacer. Vous me trahissez. C'est mon ami à moi, c'est pas le vôtre. Nous aimons beaucoup Cody, nous aimons beaucoup Goldust. Évidemment, le papa, c'est sa soirée ce soir et c'est cette dernière partie que nous allons vous présenter dès maintenant. C'était sympa d'évoquer Dusty Rhodes. Moi, j'ai bien aimé. Oui, on n'a même pas chanté. American Dream. Voilà, c'est sur ces notes de musique que nous allons vous laisser avec The American Dream. Dusty Rhodes, merci de nous avoir suivis. Dernière partie, c'est tout de suite sur ABX. Des chaînes du groupe Media One. He's just a common man. Yeah. Non, c'est nul ça. Oh, c'était bien ça? Non, c'était nul. Allez, tout de suite, on est parti pour la suite et la fin de ce documentaire consacré à The American Dream, Dusty Rhodes. C'était long.